Bonjour Emmanuel. Bonjour Henri. Vous allez bien? Chemise blanche. Oui. Bon. Chemise blanche, bien propre. Alors, Vous vouliez aborder deux thèmes, me semble-t-il. oui, je voulais aborder ce thème assez étonnant de la position donc du contrôle fiscal et surtout de la mauvaise foi perpétuelle de l'administration. Pas nouveau ça. Non, c'est pas nouveau, mais chaque fois qu'on amène une preuve de plus, je pense qu'on amène notre petite pierre à l'édifice, parce que l'objectif, c'est pas de dire qu'il ne faut pas de contrôles fiscaux ou qu'il ne faut pas de fiscalité, c'est de dire que les contrôles fiscaux tels qu'ils sont faits aujourd'hui sont à 99% malhonnêtes, parce qu'ils projettent les Français qui en sont victimes dans une zone de non-droit, et donc ils les excluent. Le contrôle fiscal est exclu de la société. Moi, je le vois depuis que je me bats, j'ai du mal à faire mes affaires, j'ai du mal à travailler, je suis exclu de la société. Vous avez été exclu de la société. Il y a des milliers de gens tous les jours qui sont exclus de la société parce qu'ils ont un contrôle fiscal, et ça, c'est absolument inacceptable. Alors, chaque fois qu'on a l'occasion de faire la preuve d'une malhonnêteté de la part de cette administration, d'un abus de droit, finalement, hein, d'un abus de droit, d'un abus de position dominante, hein, voilà. Je pense qu'il faut le faire. Alors là, j'ai reçu, donc, c'est assez intéressant, j'explique. J'ai un cabinet qui est soumis à la TVA depuis 1965. Donc je suis un entrepreneur depuis 1965, donc ça fait quand même pas mal de temps. Hein. Ouais, 30 ans, 40 ans. Ah, plus que ça. 50 ans. Ça fait 50 ans, voilà. Donc il y a 50 ans que je paye ma TVA. Et donc il y a quelque temps, j'ai fait une demande. Alors depuis. Bon, ça fait 50 ans si vous payez votre TVA et que des fois on vous la rembourse. On me rembourse la TVA que j'ai payée. Mais le débat est toujours. Je paye toujours plus que ce qu'on me rembourse. Alors, ça fait donc 50 ans. C'est en fin de compte, c'est un régime classique. Ouais, comme tout le monde. Voilà, comme tout le monde. Hein. Et depuis 3-4 ans, je ne fais plus de chiffre d'affaires parce que je suis paralysé dans mon activité. J'ai des activités, mais qui ne débouchent sur rien parce que momentanément, le fisc ayant complètement bloqué tous mes stocks, toute ma trésorerie, c'est un peu difficile. Mais je continue à avoir des frais. Je continue à avoir des frais d'avocat, des frais de téléphone, j'ai des frais normaux. Et donc, je paie ma TVA. Donc, dans ce cadre, je fais une demande de remboursement de TVA, ce qui me paraît légitime. Et le fisc me la rend pas. Bon, c'est pas une grosse somme, c'est 20 000 euros. Il me dit non, on ne vous rend pas les 20 000 euros. Très bien. Je fais une procédure, alors je fais d'abord les recours gracieux. Il me dit non, vous n'avez pas de chiffre d'affaires. Je ne suis pas le seul en France à ne pas avoir de chiffre d'affaires à un moment donné. Hein, pas... Non, mais nous on considère qu'on ne fait pas de chiffre d'affaires, on ne vous rend pas la TVA. Bon. Je fournis au tribunal. Il y a quelque temps, au moment où on est passé de la déclaration écrite à la déclaration par Internet, j'ai raté 2 ou 3 Internet parce que je n'avais pas l'habitude. Et donc, paf, ils m'ont foutu une amende. Alors donc, j'envoie au tribunal, je dis, vous voyez, la preuve que je suis bien un assujetti, c'est qu'effectivement, ils m'ont collé une amende. Alors j'envoie le papier, j'envoie l'amende, enfin bon. Et alors, voilà. Alors ils disent, ils restent droit dans leur botte, hein, et ils disent, le requérant joint à son mémoire une copie de déclaration de TVA modèle CA3 et une lettre de relance au service des impôts pour le paiement de pénalité due au titre du mois de janvier 2015. Bon, hein. Et alors ils disent, ben non. Alors ça ne prouve pas. Alors, voilà. Donc par conséquent, bien qu'elle n'ait généré à ce jour aucun chiffre d'affaires, M. Dumas est tenu à ses dépôts de déclaration de TVA dès lors qu'il n'a pas demandé sa radiation de registre du commerce. Donc, s'agissant de la déclaration CA3, aucun chiffre d'affaires n'est mentionné. Donc, ce document serait donc justifié du bien fondé d'une demande de remboursement de TVA relative aux années antérieures. C'est-à-dire que, si vous voulez, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le fisc considère, si jamais la Cour suit le fisc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous n'êtes pas en positif, on ne vous rend pas. Que si vous ne faites pas de chiffre d'affaires ou si votre chiffre d'affaires est négatif, on ne vous rend pas. Donc on vous prend la TVA, mais on ne vous la rend plus. Ça, alors, là, ça fait 20 000 euros, mais pour la même opération, dans une autre société, j'ai un chiffre d'affaires, mais là, ils disent, ah oui, mais on ne vous rend pas la TVA, vous avez un chiffre d'affaires, mais ce n'est pas vous l'assujetti, parce que c'est votre mandataire, donc ce n'est pas vous, donc on peut pas rendre la TVA.
Donc, si vous voulez, on arrive dans un espace où ils ne me rendent pas la TVA. Mais je pense qu'ils ne me rendent pas la TVA à moi. Parce que je pense qu'ils la rendent aux autres, enfin je suppose, enfin je l'espère pour les autres. Ils ne me rendent pas à moi parce que c'est moi. Parce que si vous voulez, aujourd'hui, au stade où on en est, on est exactement comme dans un goulag, là. On doit mourir. Bien, on fait trop de bruit, on a un blog, on fait des vidéos, ça c'est pas supportable. Donc la première tentative de nous faire disparaître, ça a été de déposer des plaintes à la 17e chambre pour diffamation, atteinte à la vie privée, etc. Bon, maintenant ça a fait long feu, on n'en parle plus, le blog existe. Maintenant il faut nous tuer, donc pour nous tuer, ça va être, on nous sert de kiki économiquement. Donc on ne rembourse pas la TVA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces gens me doivent aux environs de 500 000 euros, quelque chose comme ça, qui ne me remboursent pas, qui ne me rembourseront jamais. C'est 500 000 euros paumés. Voilà. Donc ces gens sont profondément malhonnêtes, mais malhonnêtes à un point. Et si vous voulez, ça fait aucun effet. Le tribunal vraiment s'en fout. Alors je vais répondre parce que c'est tellement énorme. Oui, il s'en fout. Le tribunal s'en fout. D'ailleurs, tout le monde s'en fout. Ouais, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Ouais. Et oui, mais c'est ça qui est terrible. Alors, pendant ce temps, on voit notre star Sapin, là, qui, ça doit être un Sapin, je pense que quelque part, doit être un fils naturel de Madame Soleil, parce qu'il sait déjà, je suppose, enfin, je veux pas dire. Enfin, il n'a pas été content, Sapin, quand il y a eu un article, je crois, qui est sorti sur Le Point, ou je ne sais plus trop quoi, disant que M. Sapin avait, depuis son berceau, c'est-à-dire depuis l'ENA, avait coûté aux contribuables 19 millions d'euros. Ça ne lui a pas plu. Il a répondu que c'était du populisme, etc., etc. Bon, alors si effectivement, si en plus on multiplie le cas de Sapin par X milliers d'énarques, tous ces gens qui profitent du système, le contribuable... oui, on a une... Il faut le fonctionner, le contribuable. On a une vraie exclusion. On a, si vous voulez, dans la théorie de l'égalité, recherché par les sociétés avancées, il y a toujours des laissés pour compte. Alors, il y a une époque où le laissé pour compte a été le monde, ce que l'on appelait le prolétariat, et donc, effectivement, au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, le monde du prolétariat était laissé pour compte. Il était hors de la société. Aujourd'hui, c'est les contrôlés fiscaux qui sont hors de la société. Ce n'est pas une petite quantité, hein, c'est des centaines de milliers de gens. Ils sont exclus, ils sont sortis de la société. Parce que les contrôlés fiscaux lambda disent rien, on les fonctionne un petit peu, ils disent rien. Je dirais le contrôlé fiscal qui résiste, qu'il soit entrepreneur ou qu'il soit lambda, peu importe. À partir du moment où il commence à contester, à résister, il va se trouver face à une administration qui va décider de le tuer. C'était pareil à l'époque où, si vous voulez, quand la masse prolétaire n'était pas respectée, celui qui en prenait plein la poire, c'était celui qui rouspétait. C'était celui, si vous voulez, aujourd'hui le délégué syndical, il a des avantages, des droits absolument exorbitants pour un travail que pas même, enfin bon, il faut respecter. Mais à l'époque, le délégué syndical, il se faisait tuer. Bon. Donc si vous voulez, dans une société d'oppression, c'est toujours celui qui résiste qui se fait tuer. Donc aujourd'hui, tous les contrôlés fiscaux, s'ils payent, il n'y a pas d'embrouille, hein. Il suffit de payer, hein. Mais si vous ne payez pas parce que vous trouvez que c'est injuste, là vous êtes en danger d'exclusion de la société réelle. Tout à fait, moi, tous les gens qui y a autour de nous, tous les gens sont exclus de la société par le système. Donc ça, c'est assez grave. Donc ces gens sont des menteurs. Et alors, je reviens donc à Sapin, à notre Sapin, donc fils naturel de Madame Soleil, puisqu'il a des dons divinatoires, puisque si vous voulez, il sait combien il va y avoir de gens qui vont rapatrier leurs fonds de Suisse l'année prochaine. Les fiscaux. Oui, donc l'année prochaine, il sait combien il va rentrer d'argent. Alors, on peut quand même un peu parler de cette histoire, cette pantalonnade d'argent en Suisse. D'abord, ces chiffres ne tombent pas tellement justes, hein, parce que si on recoupe les chiffres, on s'aperçoit qu'en réalité, puisqu'il ne touche que l'argent qu'il annonce comme rentrée, c'est 30% des sommes qui sont rentrées, puisque c'est l'imposition. Hein. Donc il annonce 22 milliards d'euros, ce qui... non, il annonce, pardon... non, ça donne 22 milliards. Ça donne 22 milliards d'euros. Il annonce 2 et 2, 4, 5 milliards, 5-6 milliards d'euros, ça donnerait 22 milliards d'euros. Donc 22 milliards d'euros, il nous dit... D'argent planqué, qui rentre. D'argent qui rentre. Et il nous dit, la moyenne, c'est 735 000 euros par Français
ce qui ferait donc 30 000 Français. Mais en réalité, il annonce 44 000 Français. Donc 44 000 Français sur cette somme, ça fait plus que 318 000 euros. Ce qui, à mon avis, est un peu plus proche sans doute de la réalité, parce que je pense que les gens qui ont des fonds en Suisse sont des gens qui ont des sommes pas du niveau de 735 000 euros. Mais ce qui est très intéressant dans cette affaire, c'est que ce n'est pas du tout un grand élan de générosité, c'est pas du tout ça. C'est que les gens qui ont mis cet argent en Suisse, d'abord, ça a été en principe fait il y a fort longtemps. Ça a été la plupart du temps pendant la guerre, avant la guerre, en 81, en 68, au moment où les gens avaient un patrimoine et ils avaient peur de le perdre, exactement, et a parfaitement raison, d'ailleurs, ça aurait pu arriver, comme ont peur les Syriens, etc. Bon, mais ces gens qui ont mis cet argent en Suisse pour le protéger, ça ne veut pas dire que cet argent était un argent sale. Ça ne veut pas dire que cet argent n'avait pas payé l'impôt. Cet argent avait peut-être parfaitement payé l'impôt. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui avaient payé l'impôt et qui ont emmené leur patrimoine parce que c'est leur bien, comme ils auraient pu acheter de l'or, comme ils auraient pu faire autre chose. Bon. Les taxer de 30% quand ça revient, c'est comme si on disait aux gens aujourd'hui, ben, l'or, vous n'avez plus le droit de le vendre, et si vous le vendez, vous aurez une taxe de 30%. Mais les gens qui ont acheté de l'or, c'est pas de l'argent sale. La plupart, ils achètent de l'or parce qu'ils achètent de l'or. Leur revenu déclaré. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, si vous voulez, on a déjà cette première chose qui n'est pas propre, c'est-à-dire qu'il y a certainement une grande partie de ces gens qui, deuxième ou troisième génération, finalement, payent une double imposition. Je pense qu'il y en a une partie très importante qui paye une double imposition. Et puis, le deuxième point, c'est qu'ils ne sont pas venus comme ça. C'est qu'ils sont dénoncés. C'est-à-dire que c'est quand même une situation incroyable. C'est sûr qu'ils ne rentrent pas voilà. gentiment pour faire donc ça veut dire que des banquiers suisses, parce que les Suisses dans cette affaire sont vraiment dégueulasses. Parce que ça représente grosso modo 90%, enfin 87% Ouais. des rapatriés fiscaux viennent de Suisse. Donc les banquiers suisses ont fait de la retape Oui, en disant aux gens, là, votre argent en France il n'est pas bien placé, vous êtes en danger, venez le mettre chez nous, c'est la sécurité. Et puis, pof, il les dénonce, il les balance. Oh, écoutez, les Suisses, c'est des gens qui ont certainement une très belle démocratie et un bon chocolat. Enfin, au niveau de l'éthique, ça laisse à désirer. Hein. Donc voilà, donc cette histoire, elle n'est pas aussi belle qu'on veut nous la raconter. Je la trouve même globalement sordide et certainement majoritairement sordide. C'est-à-dire que je suppose, il y a certainement une partie d'argent en Suisse qui était de l'argent pas propre. Sale, oui. Bien sûr, mais probablement pas plus que ce qui est en France. Et donc je suppose que largement plus de la moitié de ces sommes vont avoir une double imposition, ce qui est complètement malhonnête de la part de l'État français. Parce que l'État français... l'État français n'est pas à une malhonnêteté. Ouais, enfin, près, ouais. hein, je veux dire, c'est, Ouais. hein. Non mais enfin c'est toujours pareil. Alors on nous vend ça, et voilà. Et on a donc... on ne peut pas s'en sortir parce que tout le monde trouve ça très bien. Oui, et tout le monde trouve ça très bien. Ouais. Bien sûr. Alors, là, ça fait les gros titres des journaux. Ça, oh là là, c'est bon, voilà. merci. Parce Non. que cet argent-là, d'après Bercy, va profiter à ceux qui payaient un peu d'impôts. oui, Voilà, ceux-là qui étaient... les Voilà. pauvres, ceux qui n'avaient pas tout gratos. Voilà. Et donc on va... Voilà. Voilà. Donc bon, bien. Voilà, donc voilà ce qu'on voulait dire ce matin. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous avez lu là Oui. Henri ? Alors là, j'ai relu un livre que j'avais lu quand j'étais... Enfant. Pas enfant, non, quand j'étais Adolescent. jeune homme. Donc c'est le livre de George Orwell qui s'appelle 1984. Je ne sais pas si on le voit très bien. Bon, c'est un livre qui est très connu. Tout le monde, voilà, tout le monde connaît ce Il y avait eu livre un culte. film, je pense, tiré de ce livre. Alors, quand j'avais lu ce livre dans les années 60, donc ça a été écrit en 1949. Ça représentait le communisme. Voilà. Grosso modo, hein. Voilà, ça représentait, c'était une espèce de critique acerbe du régime communiste russe auquel déjà plus personne ne croyait. Donc, je pense que le régime communiste a Ici, été... en 1960, on Non. croyait. Attendez, plein d'intellectuels français disaient que c'était le paradis. Oui, mais enfin, ça, les intellectuels français, laissons-les à leur besogne. Mais les gens normaux, il y a longtemps qu'ils ne croyaient plus au communisme. Le communisme a été quelque chose de crédible jusqu'à la guerre de 40. Mais après, bon, pas, on a même réussi à les mettre au gouvernement socialiste après. Donc ça veut dire que c'était plus grand-chose. Donc, donc moi, ça ne m'avait pas passionné parce que la partie
donc caricaturale du communisme était tellement prégnante que, bon, comme pour moi le communisme ça n'existait plus, je m'en foutais un petit peu, donc je n'avais pas attaché. Mais en le relisant aujourd'hui, alors là quand même c'est tout à fait intéressant. Alors en le relisant aujourd'hui, pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant non pas dans la cause qui amène la dictature, mais dans ses effets. Alors, dans ce livre, il y a deux choses qui sont absolument extraordinaires. C'est la réécriture du passé. Le système mis en place dans ce livre par Big Brother, cette société, elle a une obsession, c'est de réécrire le passé. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle annonce quelque chose, il y a des gens qui sont affectés à effacer ce qui a été, ce dont on pensait le contraire. Et ça me fait marrer parce que, si vous voulez, dès que vous rencontrez un homme politique, quel qu'il soit, quel que soit son niveau, je ne prendrai pas d'exemple par charité parce que ça serait pas très gentil, mais là, il écrit ses mémoires. Bon. Et quand il écrit ses mémoires, ben, c'est pour transformer les choses de façon à ce qu'on les voit en fonction de ce qu'il a fait. Voilà. Donc il n'y a aucune mémoire d'homme politique, quel qu'il soit, y compris De Gaulle, qui soit des mémoires justes. Elles sont toujours trafiquées. Bon. Ils ne font pas exprès. Non, parce qu'ils ont tellement envie d'avoir été utiles. Voilà, on ne va pas leur jeter la pierre. Voilà. Mais si vous voulez, le pouvoir est toujours à tendance despotique, quel qu'il soit. Hein. Dès que quelqu'un a envie du pouvoir, il est quelque part un petit despote en puissance. Et donc il va avoir cette envie de réécrire le passé. Ensuite, dans cet ouvrage, il y a une deuxième chose qui est intéressante, c'est que le pouvoir n'a pas d'objectif. Le pouvoir, c'est le pouvoir pour le pouvoir. Ouais. Voilà. Donc, c'est un peu le cas à l'heure actuelle. Voilà. Alors c'est là que ça devient extrêmement contemporain, parce qu'au moment où ce livre est écrit, les communistes ont un objectif, c'est d'installer le communisme dans le monde. Mais nous, aujourd'hui, il n'y a plus d'objectif. L'objectif, c'est le pouvoir pour le pouvoir. Donc ça redevient complètement prégnant, ce livre actuel. Voilà. Oui, il ne faut quand même pas oublier quelque chose, ça n'a rien à voir avec le livre, mais vous avez vu qu'en ce moment, on projette à Bercy de taxer tous les sites, enfin, de taxer tous les gens qui vendent ou qui louent des choses par des sites comme Le Bon Coin, comme Blablacar. Oui, alors si, c'est un rapport, c'est un rapport. Alors, ce que je trouve, pour commencer tout bêtement, comme d'habitude, on dit oui, mais attention, on ne va pas taxer n'importe qui, ça sera à partir de 5 000 euros. Si vous vendez plus de trucs sur Le Bon Coin pour 5 000 euros, là on va vous taxer. Bon, d'abord, donc les sites vont vous dénoncer, ils seront obligés d'une façon ou d'une autre, et puis ils s'en foutent. Bon, mais on est pour le moment à 5 000 euros. Et puis après, on va dire 3 000. Et puis après, on va dire 2 000. Vous savez, c'est un peu comme on n'aura pas besoin de faire ça. Les espèces. On n'aura pas besoin de faire ça, parce que dans 5 ans, 5 000 euros, ça représentera moins de 3 000. Donc ça ne sera pas un problème. Ça restera à 5 000 euros tout simplement. Et 5 000 euros, dans pas longtemps, ça ne vaudra plus rien. Donc ça restera 5 000 euros. Mais ce n'est pas la question, on en a déjà parlé de ça, on a fait un billet. C'est pas la question qui est de ça, c'est la question d'impôt en règle générale. C'est-à-dire que l'impôt, l'exemplarité de ça, c'est que l'impôt est toujours payé par le petit d'en bas. Toujours, toujours. Et l'impôt, si vous voulez, on fait croire au petit qu'il ne paiera pas l'impôt. C'est un mensonge. C'est ça qui est extraordinaire. Et aujourd'hui, que le petit s'en va, parce que c'est le petit qui va sur Internet. Hein, c'est pas Madame Bettencourt qui pianote pour aller prendre une chambre à 50 euros chez l'habitant. Voilà. Ni Monsieur Sapin. Voilà, voilà. Donc c'est pas le préfet. Voilà. Donc c'est des petites gens. Donc ces petites gens, tout d'un coup, échappent à l'impôt. Donc on crie halte là. Donc on va mettre en place un système. Les sociétés qui font ça, qui sont maintenant richissimes, puisque vous voyez des gens comme Blablacar ont été valorisés à 50 milliards, on va leur dire, ben maintenant sur les transactions, vous prenez tant. Bon, et des transactions vont se faire, et ces petits qui avaient échappé à l'impôt et qui étaient tout contents, eh ben, ils vont payer l'impôt. Ils vont peut-être comprendre que c'est eux qui payent l'impôt, parce qu'ils réclament plus d'impôts pour les riches, mais les riches, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils mettent l'impôt. Non, ils partent pas, ils s'en foutent, ils partent pas. Ils mettent l'impôt sur les produits qu'ils fabriquent. Parce que si vous voulez, il y a deux solutions. Soit vous avez une société comme la nôtre, avec une partie de gens qui veulent une société socialiste et une partie de gens qui sont les libéraux qui font marcher la machine. Donc ces libéraux, ben, ils ont des entreprises, ils ont des sociétés, on met davantage d'impôts, pof, ils mettent plus cher à la sortie. Et puis bon, ils gagnent toujours leur argent. Soit on met une société complètement socialiste, et à ce moment-là, on a le résultat de la Russie, du Venezuela, de Cuba, c'est-à-dire, pof, c'est la faillite. Bon, parce que personne n'est là pour... On n'est pas loin, non, mais nous, on n'est pas dans la faillite. Les petits vont payer, ils vont crever.
Les petites gens vont crever, ils ne se rendent pas compte de ça, mais c'est eux qui vont crever. Ils pensent que c'est nous. Bon, c'est sûr que nous, on est massacrés pour l'exemple. Mais ça ne compte pas, parce que nous, on est infinitésimal. Voilà, bon. Donc, c'est les petites gens c'est eux qui vont payer la facture. Bien sûr, ils vont payer la facture, point à la ligne. Ils se font des illusions. Les gens qui regardent notre émission, enfin notre émission, c'est un peu prétentieux, qui regardent notre vidéo, hein, et qui nous prennent pour des richards, qui se plaignent, etc., excusez-moi de leur dire, mais ils sont cons. Parce que c'est eux qui vont morfler. C'est évident. Oui, bien sûr, c'est eux. Bon. Alors, je finis donc, et on en revient à ça, Orwell, et donc, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que tout d'un coup, Orwell devient vrai, non plus comme il le pensait à cause d'une philosophie, parce que qu'est-ce que dit George Orwell? Il dit, finalement, Big Brother, c'est une philosophie du pouvoir pour le pouvoir qui crée, en fait, par cette philosophie, qui crée la dictature. Et en fait, c'est la technique qui va créer la dictature. C'est-à-dire qu'il est rejoint non pas par une pensée, mais il est rejoint par la technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde de surveillance auquel il pense, mais qu'il décrit très mal parce qu'il n'en a pas les outils, ce monde existe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre banquier sait tout, cafard de tout, tous les fichiers sont recroisés, votre supermarché sait si vous achetez du fromage ou si vous achetez des caleçons, quelle couleur vous achetez, quelle quantité, tout ça c'est répertorié, les fichiers sont croisés. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes complètement... On est déjà sous Big Brother. Vous êtes complètement sous Big Brother. Et on va vous enlever sous peu l'argent liquide, oui. Ce qui fait que c'est terminé, vous n'avez plus aucune liberté. Vous êtes en dépendance totale, oui, du pouvoir qui, justement, va s'affranchir de philosophie et qui va pouvoir, exclusivement pour le pouvoir, une caste qui est déjà en place, oui, dont le fringant... dont le fringant représente l'archétype, hein, jovial, on sent qu'il se porte bien cet homme. On sent qu'il mange bien, oui, oui. Hein, il boit des bons vins. Il n'a pas de problème de fin de mois. Voilà, ça marche, ça baigne. Bon, il est content. Bon, il n'a pas de religion. On sent bien qu'il n'a pas de religion. Il n'est pas bon, donc il est content et il a le pouvoir. C'est rester content. Voilà, il a le pouvoir absolu. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il surveille tout le monde. Il prélève le maximum. Et dès qu'il y en a un qui rouspète ou qui dit des choses un peu cohérentes comme nous le faisons, il le tue, il l'élimine, hop, terminé. Exactement comme dans ce livre, Monsieur Smith, je crois, est éliminé. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Voilà notre vidéo de la journée. Oui. Alors, on se dit à la prochaine fois. On se dit à la prochaine fois. Bon pied, bon oeil. Allez, et bien donc à bientôt. Au revoir.